Mesdames, Messieurs, c'est bon. Mesdames, Messieurs les responsables d'organisations non gouvernementales, d'associations œuvrant sur l'international, Madame la vice-présidente du Conseil régional. En tant qu'adjoint aux solidarités internationales, je suis très très heureux d'inaugurer les États généraux de l'action humanitaire internationale. Cet événement est une suite aux premiers États généraux de l'action humanitaire tenus à Annemasse en 2014, avec la volonté de s'inscrire dans la dynamique du premier sommet humanitaire mondial organisé par l'ONU à Istanbul en 2016. Ce projet vise à rassembler les acteurs de la solidarité internationale et à favoriser les échanges autour des problématiques actuelles auxquelles le monde de l'humanitaire et du développement est confronté. Ces États généraux sont organisés par l'association Humacop, association grenobloise, en partenariat avec la ville de Grenoble. Ce colloque s'adresse donc à un public très diversifié. Il accordera une place importante aux acteurs du Sud et à la nouvelle génération de professionnels du développement et de l'humanitaire. L'objectif de cette réflexion, sous forme de tables rondes et d'ateliers, sera animé par des professionnels et des acteurs du monde entier et de qualité. Les interventions auront lieu sur les questions suivantes: le droit international humanitaire et la question de l'ingérence, le rôle de la coopération décentralisée, l'environnement et l'économie de la solidarité internationale, les médias du Sud. Le fil conducteur de ces 2 jours sera la question des partenariats Nord-Sud déterminants dans l'approche de l'action humanitaire. Grenoble, sans vous faire un catalogue, est très très impliquée dans la solidarité internationale. Nous sommes jumelés avec 19 villes de jumelage coopération. Nous avons plus de 250 actions à l'international et aussi une maison de l'international qui est de plus en plus vivante et qui aussi produit des débats et des confrontations sur la question de l'international. Je pense entre autres à un débat qui avait eu sur l'aide humanitaire à Haïti, qui avait fait effectivement polémique de la part des élus haïtiens. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des débats des fois contradictoires et qui dérangent parfois notre pensée. Nous avons donc aussi procédé à une évaluation avec la méthode Spirale sur les coopérations. C'est intéressant parce qu'on est, je pense, la seule ville actuellement à l'avoir fait vraiment très concrètement, quoi. Donc, ça nous permet de mieux affiner notre intervention à l'international. Et les critères pour les coopérations et les nouvelles orientations sont le respect des femmes, le respect des minorités, le développement durable, le réchauffement climatique, effectivement, avec tous les problèmes de réfugiés climatiques. Il va falloir qu'on prenne en compte cette dimension qui est déjà malheureusement en route à cause des sécheresses, des inondations et aussi des cyclones dans certains pays. Nous avons mis en place des ateliers de la coopération, car l'idée c'était vraiment de co-construire. C'est la méthode, vraiment, on y tient beaucoup à Grenoble, de co-construire avec les acteurs concernés. C'est-à-dire de ne pas avoir un discours descendant, mais vraiment que ça soit fait avec les personnes concernées et d'avoir une vraie politique de concertation sur la politique internationale. Donc la ville aussi, avec ses 40 nationalités différentes, s'est particulièrement mobilisée sur la crise des migrants, sur la venue des Syriens. Donc elle aussi s'est mobilisée aussi sur le Népal, sur la bande de Gaza aussi, très fortement, sur l'Irak. Et pourquoi sur la ville des migrants, on a assisté une première fois à une mise en commun de plus d'une cinquantaine d'associations. C'est extrêmement important puisque plutôt que de faire des choses dispersées chacun dans son coin, on s'est dit pour une première fois, c'est la première fois que je vois ça à Grenoble d'ailleurs, les gens se sont tous mis d'accord pour faire face effectivement à cette crise des migrants et à leur accueil. Plus de 300 personnes étaient prêtes à donner un coup de main pour des cours, à héberger des gens, et un élan de solidarité assez extraordinaire. Et donc, ça me paraît très, très important d'arriver parfois à mutualiser nos forces pour mieux répondre à toutes ces crises humanitaires. Voilà, donc je trouve que c'est important. Et la question des partenariats Nord-Sud ou Sud-Nord nous intéresse plus que jamais. Voilà, donc la question du Sud aussi. Moi, je rêve de faire d'autres types de coopération aussi Sud-Nord.
Donc, pas toujours où on vient porter la bonne parole ou venir soutenir les pays du Sud, mais effectivement que ça soit vraiment un échange dans la réciprocité qui me paraît la base de toute bonne coopération internationale. Voilà. Je voulais remercier fortement les organisateurs, les organisatrices, pour ce colloque des États généraux de l'humanitaire. Je pense que ça a été un énorme travail, vu le nombre d'acteurs, d'intervenants de qualité qu'il y a. Donc je suis vraiment là dans une posture aussi pour comprendre et apprendre. Et voilà, je vous souhaite un bon colloque et un bon travail sur ces questions de fond. Merci. Merci pour cet accueil, Bernard, monsieur l'adjoint. Merci pour ces mots d'encouragement. Mesdames, messieurs, moi je voulais vous dire que je suis ravie de faire partie de l'équipe qui ouvre les États généraux. Et si je parle d'une équipe, c'est parce que nous avons travaillé ensemble finalement, ONG, collectivités, fondations et... enfin je dis ONG, collectivités, fondations, chercheurs, et que ce travail s'est construit petit à petit à partir des États généraux d'Annemasse en particulier et sur le chemin d'Istanbul, avec une volonté d'ouvrir le cercle et de faire participer les acteurs et de tisser une relation qui aboutisse à ces États généraux. Et donc là, on a forgé le sentiment et la sensation de faire partie d'une équipe. Le Conseil régional n'a pas été présent à toutes les réunions, mais il a toujours été concerté, les comptes rendus ont toujours été adressés, il y a eu une implication régulière, et ce souci de partager et de travailler en collégialité, à mon avis, c'est aussi une garantie pour créer la confiance, mais aussi une garantie de l'engagement. Parce que comment ne pas tenir ses engagements quand on est face à une équipe avec qui on a travaillé, avec qui on a partagé un certain nombre de choses et avec qui on a travaillé sur le fond. Donc moi, je voulais vraiment insister sur cette idée de collégialité, d'ouverture et de travail en commun. Je voulais insister aussi évidemment sur le fond et ces questions que vous portez, de créer du contenu, de la réflexion, de poser des questions parfois dérangeantes, comme tu le dis, sur la question de l'humanitaire, les enjeux du monde moderne, et en particulier quelques enjeux qui sont particulièrement pressants et qui viennent interpeller aussi les collectivités. Bon, évidemment, la multiplication des crises et la diversification des causes, qu'elles soient climatiques, politiques, des famines, même si au global, tout ça ne fabrique qu'une seule crise systémique. L'absence d'anticipation et de prévention des phénomènes globaux, avec par exemple la préparation de la COP21 et puis finalement le peu d'engagement volontariste, même si depuis hier on nous dit beaucoup que Pékin va venir signer des engagements contraignants qui viennent s'opposer à des signatures, des contrats de vente d'avions en particulier ou de centrales nucléaires, qui finalement interrogent sur le volontarisme de ces politiques. Absence d'anticipation donc, qui est aussi une des raisons des effondrements des systèmes de santé et des systèmes de sécurité alimentaire. Un certain nombre de politiques ont été mises en place, des politiques d'ajustement structurel qui ont contribué à complètement désorganiser les systèmes de santé, les services publics locaux, je pense en particulier en Afrique subsaharienne. Ça pourrait bien nous arriver en Europe aussi. La réponse, je pense à Ebola en particulier, a été une réponse de traitement, une réponse d'urgence, alors qu'il y a eu un véritable défaut d'anticipation qui aurait permis si on avait continué à travailler sur la structuration des systèmes de santé, ces crises auraient peut-être pu être limitées ou en tout cas moins importantes. Parmi les questions que vous proposez de traiter et qui vous concernent plus directement, il y a la question de la fragmentation de la réponse des actions humanitaires et la question de la coordination. Il y a là un véritable enjeu, puisque, comme beaucoup d'acteurs dans le monde, vous êtes confrontés à la question de la concurrence, à la question des financements. Et
Et je crois qu'il faut essayer de dépasser, enfin d'être bien conscient de ces enjeux de financement, mais essayer de poser la question fondamentale, la question de la fragmentation de l'action et la question de l'efficacité de l'aide. Et réfléchir à des systèmes de coordination, de complémentarité qui permettent de trouver une alternative à cette concurrence. Il y a la question aussi, toi tu l'appelles ingérence, c'est la question de l'autonomie de l'action du secteur de l'humanitaire par rapport à l'action publique. Cette question, elle est très importante aussi parce que l'action publique, elle a aussi sa propre stratégie de communication, sa propre stratégie sur le court terme. Et l'action humanitaire a une stratégie différente. Donc, je pense aussi qu'il faut essayer de réfléchir à cette question de l'autonomie de l'action et le projet humanitaire par rapport au projet d'autres structures qui sont aussi des bailleurs de fonds. Évidemment, la question de la communication. Alors, vous allez parler de la communication du Sud, du lien avec tous ces acteurs qui, dans le Sud, travaillent sur la diffusion des messages. Je crois que la communication au Nord, c'est aussi un vaste sujet parce que c'est la communication, ce qu'on appelle l'information, mais plutôt la communication qui crée des urgences à agir, en tout cas dans la société civile. Et c'est le manque de communication qui crée des absences, des zones vides où personne n'intervient. Donc cette question de la communication, elle est importante. Comment on fait connaître la nécessité d'agir dans des zones finalement qui sont assez peu... comment on dit maintenant, bankable ou sexy. Il y a là une inégalité de droit et une véritable injustice sur laquelle il faut se poser des questions. Évidemment, la question des droits, et tu en as parlé un peu aussi, Bernard, quand on parle de la question des droits, l'impérieuse nécessité d'aborder et de prendre à bras-le-corps la question du genre, qui est souvent mise de côté un peu partout, qu'il s'agisse des partenaires techniques ou financiers ou des ONG. Et puis la question aussi de l'approche réactive, à chaud, dans l'urgence, sur des catastrophes qui viennent de se produire par rapport à une approche intégrée, inclusive, systémique, qui aborde l'ensemble de la problématique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi donc vous féliciter sur le contenu qui est exigeant. On l'a vu hier avec le débat sur la Syrie, où à travers la question de la Syrie, on a aussi abordé la question du monde, la question de l'organisation mondiale et la question de l'implication de la société civile, de la création d'une opinion publique locale et internationale. Ça, c'est extrêmement important parce que tous, que nous soyons issus des collectivités locales ou des ONG, nous dépendons de la mobilisation de la société civile qui nous pousse et soutient l'action. Et donc, sans mobilisation d'une opinion internationale, pas vraiment d'action. Pour vous parler de la région Rhône-Alpes elle-même, rapidement, comme j'aurai probablement pas le temps d'en parler à d'autres moments, je voulais quand même vous dire que la région Rhône-Alpes a une politique de coopération solidaire qui est cadrée par une délibération cadre, qui est lisible et qui explique bien sa méthodologie, ses moyens d'action et pourquoi la région Rhône-Alpes s'engage. Et puis nous avons aussi un dispositif d'urgence, comme beaucoup d'autres collectivités, qui est défini par la loi. Et c'est un fonds d'urgence que les ONG sollicitent très fréquemment. Alors, nous l'avons utilisé avec nos partenaires comme la région de Tombouctou au Mali, avec la Tunisie lors de la crise en Libye. Nous l'avons utilisé en Palestine, enfin, par exemple. Et on peut aussi l'utiliser, ce fonds, sur d'autres territoires avec lesquels nous ne sommes pas en partenariat, ce qui permet une souplesse d'action. Pour vous donner juste 2 exemples, nous l'avons utilisé sur Haïti et sur le Kurdistan irakien. Mais ce que je voulais vous dire sur ce dispositif, c'est qu'il devrait être un dispositif politique, souple, qui permette d'agir rapidement, qui donne aux ONG les moyens d'agir rapidement sur des urgences humanitaires,
en coordination avec les autres niveaux d'action, et que ces financements de la région Rhône-Alpes devraient permettre de faire levier et de décrocher d'autres financements, d'autres partenaires techniques et financiers avec des fonds plus importants. Ce dispositif politique devrait permettre une action intelligente et coordonnée qui ouvre sur la reconstruction et sur des perspectives d'avenir. Mais je voudrais juste vous poser 3 points d'alerte. Premièrement, je vous invite à veiller à ce que ces dispositifs d'urgence ne génèrent pas de la concurrence et une action fragmentée, comme je vous le disais tout à l'heure, sans coordination locale. Est-ce que les bénéficiaires du fonds d'urgence des collectivités, quand ils sont sur le terrain, est-ce qu'ils se concertent? Est-ce qu'ils s'organisent pour se compléter sur les territoires ou sur les types d'actions? Donc là, cette question de la concurrence, même si nous savons tous bien que nous vivons dans un monde où la concurrence et la compétition est portée comme un incontournable, je crois qu'il faut essayer de faire un pas de côté et de réfléchir différemment sur l'efficacité de l'action. Deuxième alerte, vous savez que le Conseil régional est en fin de mandat, il va y avoir des nouvelles élections là, au mois de décembre, mais surtout une nouvelle collectivité beaucoup plus importante qui va unir la région Rhône-Alpes et la région Auvergne. Donc c'est un nouveau territoire administratif et je voulais appeler votre vigilance sur cette question. Les institutions, quand elles deviennent grandes, vastes, puissantes, elles ont tendance à générer de la lourdeur administrative, des normes qui viennent renforcer finalement la frilosité du politique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les regards qu'on avait échangés, les contacts qu'on avait échangés, le fait qu'on se connaisse, qu'on soit des personnes humaines qui travaillent ensemble, c'est aussi une garantie d'une action, peut-être d'une réponse plus adaptée et plus intelligente. Et donc moi, je vous invite à poursuivre ce dialogue entre le monde humanitaire, le monde du développement et les institutions pour lutter contre cet obstacle de la normalisation des très grosses et très lourdes institutions. Je crois vraiment que le dialogue, la confiance, les relations qu'on tisse permettent, en tout cas, sont un outil pour lutter contre cette lourdeur administrative. Et puis, dernière chose, attention aussi à ce que ce dispositif d'urgence ne devienne pas ce dispositif d'urgence des collectivités territoriales ne devienne pas un dispositif politicien qui réponde à une communication de masse ou à un électoralisme de circonstances. Je crois que là, à l'aube de la création de ces nouveaux territoires, mais quelles que soient les collectivités, qu'il y a vraiment un dialogue à mettre en œuvre et à activer avec les élus, avec leurs services, pour se caler, pour expliquer les besoins, pour expliquer la complémentarité de votre action avec l'action nationale et internationale, et puis peut-être redéfinir les dispositifs, puisque les crises se multiplient et que les interpellations se multiplient. Soyons vigilants à ce qu'elles ne répondent pas simplement à la communication de TF1. Voilà, on est tous responsables du bon fonctionnement des institutions. C'est très important d'impulser la réflexion, de bien choisir les questions, d'aller déranger pour provoquer des questions nouvelles, pour déranger les habitudes et faire un pas de côté, d'ouvrir le cercle et d'assurer le suivi. Moi, j'ai beaucoup apprécié la façon dont les États généraux se sont organisés, se sont créés, se sont mis en marche. Je pense que la démarche est plutôt exemplaire. Et voilà, je vous invite à communiquer les résultats de ces journées au-delà du cercle, comme vous l'avez fait pour la préparation des États généraux. Merci beaucoup. Merci Véronique. Donc en tant que tout nouveau président du MACOP, j'ai l'honneur d'introduire aussi ces deuxièmes états généraux de l'action humanitaire internationale. Alors je vais commencer par les remerciements. Donc je remercie la ville de Grenoble qui nous accueille et qui nous soutient, la région Rhône-Alpes évidemment, l'université Stendhal, le conseil départemental, et puis les nombreuses associations que je ne vais pas citer, sinon ça va prendre toute la journée, et qui ont leur logo sur les programmes, et puis bien sûr vous tous les participants. Je tiens à excuser à leur demande 3 intervenants qui n'ont pas pu se déplacer. Donc Ronnie Broman qui était présent l'année dernière mais qui n'a pas pu venir cette année. Lobna Saïdi de Développement sans frontières qui n'a pas pu venir de Tunisie pour des problèmes de visa, comme ça se passe souvent malheureusement. Et puis Saja Al-Farouk qui devait venir du Yémen.
Donc cette deuxième édition des États généraux de l'humanitaire vient à la suite des États généraux d'Annemasse, où on avait pu souligner, notamment via une charte qui avait été signée par la plupart des participants, la nécessité de mieux prendre en compte les acteurs du Sud, qui étaient déjà nombreux et qui sont nombreux encore pour cette édition. Alors, j'ai lu récemment dans un journal deux chiffres qui parlent à eux seuls sur l'inégalité des rapports entre le Nord et le Sud, puisque selon la Fédération des Croix-Rouges, seulement 1,6% des fonds attribués à l'humanitaire sont attribués à des ONG locales. Et à contrario, quand on regarde ce qui a été fait sur l'épidémie d'Ebola, 90% des soignants décédés au cours de l'épidémie d'Ebola étaient du personnel local. Donc on voit effectivement le grand écart entre les deux. Ça veut dire qu'il y a peut-être des efforts un peu à faire de ce côté-là. Un mot encore sur les enjeux de l'humanitaire. Durant ces 2 jours, on va essentiellement aborder les questions humanitaires et les enjeux dans les pays du Sud. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe chez nous en France dans le domaine de l'humanitaire. Ça a été cité notamment hier soir par le docteur Kamel Mohana. Que peut-on dire de l'accueil des réfugiés syriens en France par rapport à d'autres pays, par rapport à ce qui se passe au Liban ? Parce que je crois que ce qui se passe à Calais, notamment vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé entre les ONG et l'État, puisque les ONG ont gagné contre l'État pour obliger l'État à mettre en place des systèmes d'assainissement, des toilettes, etc. Donc c'est quand même assez étonnant de voir que ça se passe en France. Et puis, que dire aussi de l'accueil qu'on fait, ou plutôt du non-accueil et des réticences de l'État et des collectivités locales pour accueillir la population des Roms migrants, qui ne sont pas une grande population, qui sont là depuis 10 ans, et pour lesquels, visiblement, il y a quand même des réticences. Donc je crois qu'il faut être vigilant à ne pas avoir 2 approches concurrentes dans l'humanitaire, une qui serait plus acceptable là-bas, et puis une qui serait moins acceptable en France. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ces éléments-là, parce que je pense qu'il faut équilibrer un peu aussi ces choses-là. Au point de vue des détails du débat, donc c'est Marc Noilly qui va présenter un peu les 2 journées. Sur les détails techniques, les pauses n'auront pas lieu ici parce qu'on ne peut pas gérer le café, la restauration, etc. Donc ce sera dans la Maison de l'International, qui est juste derrière. La première pause, ce sera à 11h, donc il va falloir attendre un petit peu. Et le repas, ce sera à 13h30. Et on finit très tard ce soir. Bon, je vais laisser la parole à Marc Noilly qui va présenter un peu les débats. Merci et bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous faire part un petit peu des réflexions qu'il y a eu pendant la phase de préparation de ces États généraux et essayer de voir un petit peu les questions qui peuvent se poser en essayant d'aller toujours le plus profondément possible. Quand nous sommes partis de la déclaration d'Annemasse et la préparation de ce travail, on s'est dit finalement... Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ? Est-ce qu'il y a des choses qui... Avons-nous oublié un certain nombre de choses ? Et on s'est vite aperçu qu'en fait, c'est l'actualité qui a repris le dessus. La Syrie, des cyclones, les situations humanitaires interpellent. C'est les reportages qui ressurgissent, qui portent des informations, des justifications, des illusions et parfois des stéréotypes. Et on aura l'occasion de revenir sur cette question des médias qui a été lancée à Annemasse et qui sera repris demain. Les débats n'ont pas été clos. Les praticiens s'interrogent, ils interrogent leurs relations partenariales. Ça a été évoqué par rapport au Sud. Les collectivités engagées dans l'action de solidarité internationale s'interrogent sur leur positionnement. Ça a été évoqué tout de suite.
tout en étant chacun amené à connaître, à s'engager souvent sur de nouveaux terrains. C'est-à-dire que ce que l'on a connu avant n'est pas ce que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est cette nouveauté constante qui finalement est la réalité de ce que l'on vit tous, que l'on soit devant sa télévision ou dans l'action. Et on va essayer de réfléchir là-dessus. Et dans le même temps, on s'aperçoit par exemple qu'à Haïti, les gens s'organisent pour les tremblements de terre futurs et qu'on construit des maisons différemment. Et dans le même temps, le séisme de Kobe, le séisme du Népal sont deux séismes, mais dans des situations et des contextes totalement différents. Les crises se répètent, les caractères demeurent, les noblesses, les bassesses et les travers. Les ONG s'interrogent sur leur méthode, mais aussi sur leurs principes. Les collectivités sont soumises à l'émotion humanitaire, sollicitées à intervenir. Et nous allons avoir des thèmes sur la coopération décentralisée, sur la façon dont la collectivité peut être partenaire. Les paysages changent, les ressources au sud se développent, de nouveaux acteurs entrent en jeu. La solidarité change de forme, mais il faut se poser la question, est-ce qu'elle change dans ses principes ? Et on peut peut-être les évoquer, être parmi, être à côté, être avec. C'est peut-être ça qui peut nous guider dans un certain nombre de principes à discuter. Les ONG et les acteurs sont prises de doutes et de craintes parfois. Comment déléguer au sud quand nous sommes pris dans des appels d'offres surparamétrés, suradministrés ? L'humanitaire des suites de guerre a changé et il revient parfois. Il est encore souvent lié à des conflits internes, du terrorisme. Il y a des aléas climatiques, des aléas qui restent aléas, même si on contribue à accroître leur fréquence et à agir sur leurs conséquences. On décryptera tout à l'heure ces transitions humanitaires. Les choses changent et les choses restent. L'ampleur change, il y a des petites, des grandes catastrophes. L'intensité du sentiment humanitaire est liée au traitement médiatique, parfois, souvent. On oublie par exemple que l'Afghanistan est en situation de tension avec des crises humanitaires depuis 10 ans. Et on se pose la question, quand passe-t-on, et c'est les grandes questions qui existent depuis longtemps, sur la relation humanitaire, l'intervention de développement, etc. Et l'échelle du temps, on voudrait qu'elle soit courte. Mais l'échelle du temps qui nous préoccupe de plus en plus est de 10, 15 ou 20 ans. Et c'est difficile à l'intégrer et il faut peut-être qu'on y réfléchisse aujourd'hui. Les études universitaires aident à avoir une compréhension des processus, à détecter des fragilités et des ressources. On se prépare à ce qui peut revenir. On parle de prévention. On se prépare aux imprévisibles. Compétences, moyens. Mais la surprise est toujours là. Comment voyons-nous les pompiers, par exemple ? Quand il n'y a pas le feu, on les croise. On achète le calendrier et on va au bal du 14 juillet. Quand il y a le feu, on les appelle et c'est eux qui prennent la main, au nom d'une éthique dans la confiance que l'on leur porte, la confiance aux pompiers. Après, on intègre conseils, prévention, formation aux premiers secours. Le nouveau schéma humanitaire pourrait peut-être être alors fragilité, consolidation, prévention, prévision, et ne pas oublier imagination, puisque les choses sont nouvelles souvent. Ça ne pouvait nous arriver, on l'entend souvent. Ça ne pouvait pas arriver. On n'est jamais préparé à la catastrophe humanitaire, même si on peut la craindre. L'histoire de l'humanité est une suite de crises. L'humanitaire est comme un secouriste. Être prêt à agir, être attentif à la prudence, à la prévention, mais pas au-dessus des hasards, des incertitudes, de l'imprévu. L'humaine condition en somme. Faut-il être fataliste ou alors s'instruire de l'histoire, relire nos pratiques, décrypter des contextes souvent différents, détecter les intentions honorables ou non des acteurs? Dans un monde de fragilité, la force de l'humanitaire reste son action, son intuition créative. Le métier change. L'action directe est parfois remise en cause, on l'a dit, difficile, égocentrique, dévastatrice parfois. L'action indirecte en sous-traitance est parfois ambiguë.
L'action conjointe partagée, mais sur une confiance réciproque qui nécessite des règles mutuelles de conduite. Beaucoup de questions, quelques réponses pourront peut-être être abordées aujourd'hui. Demain, les 3 ateliers traiteront de ce thème sur 3 études de cas et on verra ce que l'on peut faire. On est venu ici, chacun avec en tête une situation, une expérience, avec des doutes. Ça n'en finit pas. Opérations manquées, concurrence sur le terrain, défiance entre acteurs, des convictions, solidarité locale agissante dans les premiers instants, force des collectivités locales, des questionnements. Toutes ces expériences se situent dans des conditions parfois bien différentes, avec des histoires antérieures, des contextes et des acteurs particuliers. C'est cet environnement humanitaire et ces nouvelles perspectives que l'on abordera aussi. Alors pourquoi ces états généraux 2 en Rhône-Alpes à Grenoble ? Il y a en Rhône-Alpes des ONG actives. Vous êtes là. Il y a des collectivités sollicitées et mobilisées. Il y a des centres de formation, de préparation au départ, de recherche. Il y a des organismes qui s'interrogent. Et vous en êtes la preuve. Il y a des acteurs de terrain qui ont une réflexion et qui ont besoin d'un espace de parole et d'échange. Ce n'est pas seulement à Paris, à New York, à Genève ou à Bruxelles que les questions se posent, que la pensée humanitaire se construit. Les évolutions suscitées dans le droit international, dans l'organisation, les règlements européens et internationaux seront abordés demain. Les États généraux 2 peuvent être un pas en avant, un pas conjugué nord et sud sur la base d'une écoute nord-sud. En préparant cette mise en débat, je me suis demandé pourquoi s'occuper d'humanitaire et comment. Et je relisais un texte d'une revue mutualiste, base de notre système d'assurance, qui au fil du temps est devenu, sans qu'on y prenne garde, un bien commun banal dont on voudrait faire un produit de consommation. Et cet texte disait « Assureurs mutualistes, nous sommes pleinement concernés par la transition sociétale écologique de nos sociétés. L'émergence d'une société collaborative, aidée par la révolution numérique, nous sommes très attentifs à ce mouvement de fond qui fait écho au mutualisme et à l'économie sociale et solidaire. » Et c'est là que la phrase était importante. « Privilégier l'humain, confiance dans l'économie du partage sont la base du système, et non pas la marchandisation. » C'est une réflexion qui pourrait alimenter notre débat. Comment se positionne l'humanitaire aujourd'hui ? Ce que l'on vit dans la mutualité est le fondement de l'humanitaire. Et ce que l'on voit émerger, c'est la marchandisation, l'économisation de la solidarité, son instrumentalisation. Ce nouveau paysage humanitaire nous interroge ici à Grenoble, qui fera évoluer les programmes, les relations, les formations. Cette modernité nous entraîne-t-elle à redéfinir les fondements de notre action humanitaire internationale ? Et je réfléchissais, nous sommes parfois amenés à penser de façon un peu surprenante. Les supermarchés nous ont habitués à vouloir le plus près possible, le mieux disant, le toujours ouvert, matin et soir. Un besoin soudain, on y court, c'est efficace, ça a un coût, on devient exigeant. La solidarité locale, c'est chacun amène ce qu'il peut, le prix n'est pas en jeu, c'est la tolérance. L'ONG humanitaire n'est pas une société de service que l'on sélectionne sur le moins-disant pour répondre à un besoin, à une mauvaise conscience collective. L'urgence humanitaire ne doit pas faire oublier nos responsabilités. Il faut lever nos a priori, nos convictions que l'on impose, notre pouvoir dominant. Aussi, le Nord sait. Nos compromissions, parfois. Reconnaître le Sud dans ses réalités solidaires, dans ses contextes, dans ses contradictions, dans ses attentes et ses exigences, légitimes ou non. N'imposons pas, compatissons activement. L'humanitaire ne nous dispense pas d'être dans l'humanité. Prenons le temps. Aujourd'hui, nous qui sommes souvent pressés par l'action, confrontés à l'urgence, prenons le temps, un peu de temps pour revoir nos certitudes, recaler nos doutes. Ne nous interdisons pas de dire depuis Grenoble quelques évolutions nécessaires pour un humanitaire pas seulement normalisé, administré, canalisé, mais humanisé, c'est-à-dire reposant sur les hommes et les femmes et sur les jeunes. Et nous parlerons de la formation. Là aussi, relisons l'apport de nos anciens qui ont réfléchi au rôle partagé des bénévoles et des professionnels, que nous pourrions dire aussi humanitaires et population locale par exemple.
Les bénévoles apportent leur nombre, la force, le dévouement, les idées, tout en édifice dont les professionnels sont les piliers. L'erreur des bénévoles qui veulent se poser en professionnels est aussi dangereuse que celle des professionnels qui se privent du concours des bénévoles. Je crois que c'est un peu le débat qui a été dit tout à l'heure. Il suffit de transposer les mots et les situations. Donc finalement, on vit des choses. Que transmettons-nous alors aux jeunes ? Et c'est dans le public, il y a beaucoup de jeunes. Et les États généraux ont été préparés avec une équipe qu'il faut ici remercier parce que leur travail depuis 3-4 mois fait que nous sommes réunis et qu'ils sont partie prenante. Que transmettons-nous aux jeunes ? La technique des appels d'offres ? Le lobbying institutionnel, l'humanitaire se réduit-il à la mise en œuvre de programmes pluriannuels multi-acteurs ? C'est peut-être ce que l'on voudrait nous imposer dans certains cénacles. Ou est-ce un élan raisonné, préparé ? Il est ici, il est local, il est parfois maladroit, mais il est rassurant. Le pire serait l'indifférence ou la paralysie. La jeunesse nous demande quelques recettes rassurantes, bien sûr, mais aussi une expérience à partager, d'où l'intérêt de ces rencontres, une confiance, un feu intérieur à leur transmettre. Il serait prétentieux d'avoir des certitudes. Il est plus sûr toujours de s'interroger. On ne peut donc rester sur ses positions, il faut faire évoluer nos visions, nos approches, nos méthodes, nos pratiques, même si l'humanitaire restera d'urgence, car les tensions sont devant nous.